Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau sujet aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai décidé de voir avec vous un petit peu, d'explorer ce thème du libre arbitre. Alors il fait partie des nombreux sujets qui pour moi aujourd'hui représentent quelque chose d'assez fascinant, c'est un des sujets où j'aime beaucoup me questionner, réfléchir énormément et surtout revenir en arrière. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ma vision de ce thème et surtout comment avec la blessure du rejet on vit relativement mal cette notion de libre arbitre. Donc ça va être assez intéressant. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer certaines choses sur ce libre arbitre et beaucoup de personnes avaient tendance à aller dans le même sens, donc ça serait intéressant de comparer aujourd'hui en se concentrant pleinement dessus. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont avancées, notamment que certaines étapes pourraient débloquer du libre arbitre, notamment par exemple le chaser après le switch qui commence à rentrer dans sa période de complétude, hein, si on utilise ce mot-là, eh bien peut-être que le chaser aurait accès à du libre arbitre, et sans doute que le runner plus tard, quand vient son moment, aurait aussi accès. Le but, ça serait effectivement de prendre ces idées en considération et d'en faire quelque chose d'assez global à l'échelle de l'incarnation. Donc, je vais pouvoir commencer un petit peu à définir mon fil conducteur. Avec la blessure du rejet, c'était vraiment très complexe de réfléchir à cela. Si vous préférez, je vais éviter, je pense, de considérer les choses avant 2018 parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt de se concentrer sur cette période parce que il y avait vraiment un esprit à ce moment-là pas du tout encore enrichi de ce type de notions. Pour moi, j'avais vraiment un, un mode de vie limite très américain, vous voyez, où tout est possible, faut, à partir du moment où on entreprend et on réussit, tout, voilà, la volonté, ça suffit pour accéder aux choses. Enfin voilà, j'avais un esprit vraiment. En sortant du lycée, pour moi, j'avais toutes les clés de mon avenir entre mes mains. Et pour moi, j'allais tout réussir, tout allait être facile, tout allait vraiment une très grosse illusion hein, en sortant du lycée. Je pense que je venais de passer 3 ans très très compliqués à vivre et du coup en sortant c'était une sorte de libération, la fin d'un cauchemar et donc je pense que j'étais vraiment illusionné, je vais avoir mon premier CDI, je vais monter les échelons, je vais ouvrir mon restaurant, ça va être une dinguerie, enfin vous voyez vraiment perdu. J'étais encore le rêveur que j'étais enfant quoi. Et du coup, bah forcément la vie a été vraiment très brutale hein, pour me briser cette idée de facilité, en tout cas dans la vie. Et j'ai très vite compris qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait. J'ai très vite compris que, en fait, la vie c'est sur tous les plans pas forcément très simple. Il y a des difficultés partout. Et c'est qu'en 2018 où j'ai commencé à découvrir le développement personnel, où mon esprit a commencé à s'ouvrir un petit peu sur certaines notions. Hein. J'ai commencé à lire des livres très puissants qui m'ont permis énormément de choses, qui ont débloqué des trucs. Un livre en particulier qui a vraiment servi de prétexte. Je pense que ce livre, j'étais vraiment destiné à le lire et qu'il était prétexte pour ouvrir mon esprit. Vraiment, ça a été un moyen pour la source, à mon sens, de m'aider à créer cette première ouverture d'esprit. Rien à voir avec un éveil, hein, mais vraiment une conscience qui envisage des choses un petit peu plus grandes et qui comprend qu'il y a autre chose et quelque chose de plus grand et que l'énergie existe. Donc c'est là que j'ai commencé méditation, yoga, à changer mon alimentation, à devenir végétarien, à essayer de réduire mon impact un petit peu sur la planète. Vraiment, ça a été une période très intéressante. Et dans cette période-là, eh bien, j'ai découvert tout ce qui était loi de l'attraction, j'ai lu des choses vraiment très intéressantes là-dessus. Le réel problème pour moi, c'est que la manière dont on nous la vend est vraiment mauvaise et repose sur une idée très aguicheuse du phénomène. Pour moi, effectivement, la loi de l'attraction est là en permanence. Elle est là de notre naissance, tant qu'on vit, en fait, il y a la loi de l'attraction. Et sauf que si notre monde intérieur est vraiment assez sombre, que la blessure résonne fort, que l'on est complètement bridé, et que notre mental génère constamment des mauvaises pensées, que notre énergie vitale est constamment basse, on va forcément être en aimant à situations, faits, propos négatifs, forcément. Et ça, bah, ce système d'aimant, c'est effectivement, à mon sens, la loi de l'attraction. Et ce n'est qu'à partir de mon éveil que j'ai compris que j'avais la possibilité d'attirer à moi
quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus lumineux, parce que à l'intérieur de moi, mon monde intérieur commençait à devenir beaucoup moins poussiéreux, beaucoup moins sombre, beaucoup plus lumineux en tout cas. Et ce n'est que à partir de fin de l'été, début de l'automne 2025, donc vraiment très récemment, que j'ai ressenti pleinement énergétiquement à l'intérieur de mon corps cet alignement, et que ce que je commençais à vouloir, pas forcément désirer, parce que le mot désir, mon esprit traite automatiquement ce mot comme une connotation assez négative, hein. Pas forcément pure, pas forcément du cœur, donc je préfère tout ce qui représenterait un allié et dont j'aurais vraiment envie et besoin dans l'instant T, eh bien j'ai la capacité de l'attirer à moi. Donc voilà pour vous poser un petit peu le contexte de mon évolution par rapport à ma perception des choses, de ce qui arrive à nous et ce qui arrivait à moi du coup. Au-delà de ça, la notion de libre arbitre, si je devais l'inclure dans cette explication, eh bien, je pense naturellement que l'ensemble de ce que l'on souhaite, l'ensemble de nos blocages, l'ensemble de ce que l'on veut construire, rien n'est dû au hasard. Tout est là pour une raison. Le truc, c'est l'erreur à faire en parlant du libre arbitre ou en parlant de ce que l'on veut, vraiment dans sa globalité, ça serait de pas du tout prendre les incarnations précédentes en compte, par exemple. On a amené tellement dans cette vie un bagage énorme des précédentes incarnations, énormément de conflits non résolus, énormément de karma aussi, et donc je pense que rien n'est dû au hasard, et ni même la moindre pensée en fait. Donc ici c'est très compliqué de revenir en arrière et de me dire que j'ai eu cette vision des choses en ayant aussi peu d'éléments en tête. Aujourd'hui, je reviens en arrière et je comprends que malgré la difficulté de ces 31 dernières années, tout est parfaitement millimétré et organisé, et c'est vraiment très complexe d'essayer mentalement aujourd'hui de refaire l'histoire, parce qu'avec la blessure du rejet, il y a constamment ce retour en arrière, on vit énergétiquement constamment dans le passé, parce que notre corps a encore en lui énormément d'événements non résolus du passé, et même des incarnations précédentes, et donc ça fait automatiquement que mentalement on va essayer de refaire l'histoire telle qu'on aurait voulu que cela se passe. Et aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus quelque chose que je fais, parce que tout devait se produire ainsi, même le plus sombre des événements. À partir de là, la notion de libre arbitre me paraît vraiment inexistante. Je pense que l'on a des choix dans la vie, je pense que l'on peut réellement prendre en considération plusieurs choix, mais que très peu ont un impact réel et concret. Si on prend l'aspect temporel, que j'ai déjà un petit peu exploité sur la chaîne, si on prend l'aspect de cycle aussi qui se répète tant qu'on ne comprend pas une information, à partir du moment où là vraiment des blocages peuvent s'installer sur certaines thématiques, c'est que on est constamment guidé et orienté vers certains événements et certaines situations. Je pense que l'on peut vraiment, ne pas accéder à une information, parce que pour l'instant nous ne sommes pas prêts, parce que là nous ne voulons pas, mais dans tous les cas un cycle va se répéter jusqu'à ce que l'on adhère à une information. Donc à ce moment-là, on ne peut pas réellement parler de libre arbitre. Le libre arbitre, je le vois comme quelque chose qui est synonyme de liberté, qui est synonyme d'un espace où on peut circuler. Si on prend en considération que refuser une information et donc revivre X temps une situation jusqu'à être confronté au même choix est en faveur du libre arbitre, moi ça me paraît vraiment très maigre. Et sur ce lien, à mon sens, le manque de libre arbitre est à son paroxysme. Je pense notamment que le mal que le runner inflige au chaser n'est pas soumis à un libre arbitre. Le runner n'est au final très peu conscient des choses. Et la blessure et l'ego mettent en place vraiment un contrôle immense
à très grande échelle hein, quand même, que ça soit dans le lien, que ça soit dans la vie personnelle, que ça soit face à tous les dangers potentiels de la vie, parce que pour la blessure du rejet, dès qu'on passe la porte de chez nous, c'est une jungle avec du danger partout, hein. Donc forcément, pour contrecarrer ça, comme on n'en a pas la capacité, eh bien l'ego et la blessure va vraiment créer des mécanismes de défense en permanence dès qu'on passe le pied de sa maison, hein. Et du coup, cela crée vraiment un manque de conscience assez réel, et on n'a pas de maîtrise du tout sur le mal qui est infligé et sur ce qui se joue. Comme il n'y a pas le recul nécessaire, la prise de hauteur pour comprendre l'impact et les conséquences de nos actes, il y a vraiment un aspect très enfantin ici, un enfant qui est dans l'incapacité de comprendre un avertissement, par exemple, hein. Quand on va dire à notre enfant non, fais pas ça parce que tu vas te blesser, l'enfant n'a pas la capacité d'imaginer ça, et il va continuer jusqu'à ce qu'il se blesse, hein. Et c'est très souvent en se blessant qu'il va peut-être comprendre ce qu'on a essayé de prévenir. Le runner, je le compare ça, cette immaturité du runner prend cette forme-là, c'est de ne pas prendre conscience de la conséquence de ses actes, ne pas être en capacité mentale de considérer que là, il y a ça qui se joue, et que cette parole, que cet acte va vraiment avoir telle conséquence sur la personne en face, ou même dans le couple, hein, dans le temps également. Et donc ce manque de libre arbitre est vraiment intrinsèquement lié aussi dans la vie du runner. On ne contrôle rien, on ne peut rien modifier, rien faire, se rendre compte de ce qui se jouera. Donc ici, l'aspect de choix prend vraiment une forme très secondaire, parce que en général, quand on est face à un choix et qu'on a le temps d'y réfléchir et de se poser sur ce qui serait le mieux pour nous, pour quoi que ce soit, bah forcément on va prendre une décision en faveur de notre perception personnelle. Mais ici, déjà, on nous propose à mon avis très peu de choix qui ont de l'impact, et en plus de ça, j'ai l'impression que le chaser, lui, avec sa capacité à raisonner quand même un petit peu mieux, autant le runner utilise énormément la logique pour survivre en première partie de parcours et puis même en dehors du lien, mais le chaser a quand même la capacité de faire des choix beaucoup plus rationnels, beaucoup moins autodestructeurs, beaucoup moins conservateurs, beaucoup moins... le chaser, je le vois comme un être qui n'a pas autant une insécurité qui résonne, parce qu'on l'a tellement mis dans l'insécurité que lui, à contrario, j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus d'armes inconscientes pour se défendre face à cette peur-là. J'ai l'impression que si le chaser doit expérimenter l'insécurité, ça sera à des étapes un petit peu futures, notamment par exemple la mission de vie, où il y aura une transition très importante. Je schématise énormément, hein, il y a énormément de critères à prendre en compte, et ça définit pas tous les chasers, hein, je mets pas tout le monde dans une boîte, mais je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Et alors que le runner, lui, il va sans cesse faire des choix de la sécurité, des choix conservateurs, parce que son contrôle tape tellement qu'il ne peut pas prendre un risque, c'est trop compliqué de prendre un risque. À partir de là, ouais, la notion de libre arbitre est vraiment très peu présente. Je pense que quand on fait un choix, je pense que l'on était destiné à prendre ce choix parce qu'on a été influencé de manière totalement inconsciente et au niveau de l'âme et tout ça, à faire ce choix et pas un autre. Et si dans tous les cas c'était le mauvais, on nous mettra de nouveau ce choix devant les yeux. Donc ici vraiment un libre arbitre très secondaire. C'est vraiment, oui, à partir de la deuxième partie de parcours que la notion de libre arbitre commence à intégrer notre esprit. Parce que je pense qu'est venu le moment de comprendre que l'on en a très peu. La première partie de parcours avec les blessures, je pense que c'est très complexe à aborder cette idée que nous ne maîtrisons rien et que nous pouvons rien façonner comme on le veut. Déjà, le runner en première partie de parcours a des souhaits et désirs basés sur des fondations très peu solides et surtout très égocentriques et très... comment pourrais-je dire ça, beaucoup basé sur le paraître, donc des choix qui vont favoriser plus de matériel, plus d'argent, plus de choses à renvoyer au monde extérieur, hein, pour illusionner comme quoi nous aurions beaucoup et une vie peut-être un petit peu meilleure que celle des autres, parce qu'on vit dans un pays aussi et dans une société qui nous pousse à nous comparer, il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de... on vit dans une société où justement voilà, les gouvernements aiment bien diviser, donc du coup cette division
ça va forcément faire naître de la dualité, de la comparaison, un aspect très sectaire aussi. Donc le runner participe énormément à cette vision et cette conspiration. Le chaser est beaucoup moins rattaché à cette facette-là, là-dessus, même si le chaser peut vraiment être aussi attaché au matériel, attaché à l'argent. Les chasers aussi en tant que femmes ont d'autres problématiques, même s'il y a des chasers hommes, mais il y a beaucoup plus de chasers femmes. Donc en tant que femme, j'imagine qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres méthodes pour se protéger. Les femmes entre elles peuvent aussi être très dures. Donc forcément, ça implique d'autres choses, mais je pense que le runner participe beaucoup à ces problématiques de société, à le paraître, la dualité, la comparaison, le fait de posséder plus que les autres, de considérer ce que l'on a comme matériel comme acquis, tout ça, ce sont des problématiques, nos choix vont vraiment être en faveur de ça très souvent. La deuxième partie de parcours est le moment très souvent de commencer à s'élever énormément, donc le runner prend son temps là-dessus, il est relativement lent parce que forcément c'est un bouleversement entier de sa personne, de son être, de son identité, donc forcément c'est un changement qui est très difficile pour l'esprit. Si là on prend un être humain et qu'on lui file toutes les clés un petit peu de l'existence de l'humanité, il y a très peu de chances s'il n'est pas prêt. Il y a énormément de chances si son esprit n'est pas prêt que son esprit cède, tout simplement, les plombs qui sautent. Donc tout ça, ça demande une préparation qui demande un temps et de l'expérience, etc. Et tout ça, c'est d'ores et déjà prévu, c'est pas le runner qui est lent, c'est son âme au moment de s'incarner qui a choisi ça, et la source qui a prévu ça pour lui, parce que si c'est pas le moment, point. J'imagine que ça, beaucoup de chasers en ont conscience, mais c'est vrai que comme à grande échelle, c'est quelque chose qui est énormément vu, moi ça a été vite, mais il a quand même fallu un lien de plus de 10 ans, donc on peut considérer que mon avancement, ma capacité à faire switcher ma chaser a été longue, très longue. À ce moment-là, j'aurais peut-être pu sortir certaines cartes avant, la dégoûter avant. Enfin, vous voyez, cette notion de temps n'existe pas réellement, tout ça est organisé, tout ça dépend des deux aussi. Les deux ont besoin de telle intensité, à tel rythme. Donc, si on commence à prendre énormément de choses en considération, on se rend compte que l'on ne contrôle rien et qu'on ne choisit pas grand-chose. Quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, qui pour moi ne rentre pas, c'est le chaser à partir du moment où elle switch, donc à partir du moment où elle se choisit enfin, accéderait à une forme de libre arbitre. Alors ça, vous voyez, je ne vois vraiment pas comment c'est possible. Je vois vraiment pas sur quoi ça repose. Ce n'est pas parce que là, le chaser a été envoyé sans contrôle, sans capacité à choisir quoi que ce soit vers le switch et vers ce choix envers elle-même, qu'elle va débloquer du libre arbitre. Pour moi, ça n'a aucune logique. C'est-à-dire que si c'était son moment de se choisir, elle n'a pas choisi de se choisir. Et si après elle se met à façonner son monde tel qu'elle le souhaite et tout ce qui va lui arriver, c'est quelque chose qu'on lui autorise. Je pense que cette notion d'alignement est aussi là pour nous aider à obtenir des choses qui sont importantes pour nous, qui peuvent nous aider, des alliés, peu importe ce que c'est, des personnes, des âmes sœurs, des personnes qui vont nous guider, nous transmettre un message, tel matériel pour notre évolution, tel matériel pour notre activité, pour notre mission, mais on va sans doute nous envoyer des choses qui résonnent énormément en nous, et tout ce qui ne résonne pas vraiment du cœur, on va pas nous l'envoyer. Donc à partir de ce moment-là, à partir du switch, à partir du détachement et de la mission de vie, on commence à vraiment voir les choses plus grand, et surtout on comprend qu'on a la capacité de faire tel que on a la capacité d'aller au bout d'une idée et de concrétiser, ce qui n'était pas forcément le cas avant, que ce soit pour le runner et pour le chaser. Le runner, c'est vrai qu'il concrétise pas énormément, parce qu'il a zéro confiance en sa capacité à créer quelque chose et à aller jusqu'au bout. Il y a aussi énormément de flammes jumelles qui ont des petites, pas des pathologies, mais des choses comme des TDA, etc., même des syndromes autistiques, etc. Donc en fait tout ça, ce sont des entraves, un petit peu, tant qu'on les maîtrise pas, qu'on ne se connaît pas suffisamment. Et donc il y a ce besoin de passer très rapidement à autre chose,
qui je trouve n'est pas forcément là en deuxième partie de parcours où on peut aller jusqu'au bout d'une idée. Et le chaser, c'est très souvent son besoin aussi d'approbation du monde extérieur qui l'empêche d'aller au bout d'une idée. À partir du moment où les deux dépassent cela, eh bien ils peuvent commencer à créer et façonner. Mais je pense qu'ils façonnent en étant dépourvus d'un libre arbitre. Parce que je pense que dans tous les cas, ce qu'ils façonnent, c'était prévu qu'ils le façonnent. C'était dans leur cheminement logique, sur leur route. Donc je ne suis, voilà, sachez-le, je vous le partage aujourd'hui, mais je suis en aucun cas d'accord avec cette image du chaser ou du runner qui, au bout d'une certaine étape, très sans doute au moment du détachement de la mission de vie, toute cette période-là, parce qu'elle me paraît assez rapprochée, hein. Détachement, mission de vie, ça vient très souvent un petit peu ensemble, et à partir de là, on accéderait à du libre arbitre. Je crois pas du tout, je n'y crois pas du tout, j'y crois zéro. Le chaser accède pas à ça. Typiquement, par exemple, une chaser là qui aurait envie d'une âme sœur dans sa vie, si l'âme sœur rentre, l'âme sœur devait rentrer, parce que l'âme sœur, dans tous les cas, c'est quelqu'un avec qui on a conclu un contrat avant l'incarnation. Donc en fait, elle devait se présenter à un moment ou à un autre. Et en faisant cette demande, le chaser permet à cette âme sœur de se présenter. Mais est-ce que tout ça n'était pas prévu? Où est le libre arbitre ici, vous voyez? Et on peut prendre des situations comme ça à l'infini. Je pense que véritablement cet aspect de l'âme choisit son scénario qui est censé être validé par la source, etc. On voit beaucoup de choses comme ça dans les livres ou même dans les familles d'âmes ou choses comme ça. Si on prend en compte que ça se passe ainsi, bah dans tous les cas, le scénario il est bien établi. On parle de certaines âmes qui du coup reviennent à la source parce que leur mission au final n'a pas pu être accomplie. Apparemment, c'est quelque chose qui serait envisageable, que le scénario au final n'ait pas pu, la quête n'a pas pu être validée, aboutie. Donc ça, c'est difficilement estimable si c'est quelque chose qui se passe à grande échelle ou non. Moi, je pense plus que, voilà, il y a des messages qui sont transmis, des messages principaux, primaires, et des messages secondaires et tout ça, donc difficile d'estimer ce qui empêche une quête d'aboutir ou non. Mais je pense qu'aucun des deux n'accède à véritablement le summum du libre arbitre, la liberté d'action, la liberté vraiment en termes d'espace, et la possibilité de faire comme elle souhaite. Je ne pense absolument pas. En fait, ici, je comprends que pour beaucoup de chasers, le switch représente vraiment quelque chose qui peut être assimilé à quelque chose d'assez traumatisant, un événement très dur. Parce que c'est dans l'énergie une transition très puissante, et aussi comme j'ai pu le mentionner dans mon podcast sur le switch, la mise à jour, c'est aussi un aveu d'échec, c'est un aveu sur l'incapacité de faire quoi que ce soit de plus, en plus du dégoût qu'a infligé le runner par la distribution de toutes ses cartes les plus négatives. Donc le switch peut vraiment représenter quelque chose de très sombre pour le chaser, et peut-être qu'à partir de là, avec tout ce qui naît comme émotion, avec tout ce qui naît comme... Pour moi, c'est quelque chose de brutal. Pas forcément pour toutes, parce que j'ai entendu une multitude de témoignages de switch, et même si pour beaucoup il y a cet aspect de transition qui ressort un petit peu dans le ressenti global, pour beaucoup, c'est vraiment quelque chose de très déstabilisant, en tout cas, à ressentir, à vivre un changement de cap assez intéressant. Donc qu'à partir de là, il y ait la naissance peut-être d'une envie là soudaine de maîtriser les choses et de faire les choses telles qu'elle le veut, telles qu'elle le souhaite, de commencer vraiment à ce que ne plus se laisser dicter par le monde extérieur, tout ça, c'est une forme, à mon avis, d'illusion qui finit par s'estomper, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, d'une part ou de l'autre, à un moment bien précis, un refus d'acceptation qu'on ne contrôle absolument rien? C'est une idée pour l'être humain qui est vraiment compliquée. L'humain a un besoin littéral de contrôle. Donc, si on vient lui expliquer que dans tous les cas il peut essayer mais il n'en aura jamais, et que dans tous les cas si on lui réserve un but d'évolution, son but c'est de ne plus émettre de contrôle, faut s'accrocher, faut un esprit humain qui a vraiment la ceinture, le harnais, le casque, voilà, c'est pas quelque chose qui est facile, rien que sur l'aspect psychologique, de comprendre qu'on est 100%, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mot marionnette, à certains moments, c'est typiquement ça, on nous emmène là où il faut aller.
Personnellement, ça je l'ai ressenti sur une bonne partie de l'année de 2025, et c'était à son paroxysme au dernier tiers de l'année. Je n'ai pas eu le choix que de nettoyer et expérimenter certaines choses et d'aller à des endroits où je voulais absolument pas aller. C'est impressionnant, on ne m'a pas laissé le choix, c'était visible, la source, il y a certains moments où elle ne se cache même pas, c'est impressionnant, ce n'est même pas une question de perception, c'est une question de on ouvre les yeux et on voit que là, on nous prend, on nous soulève et on nous envoie dans une thématique, point. Donc cet aspect-là, même 1 an et demi après avoir vécu mon éveil, c'est des choses qui arrivent encore. Donc c'est pour moi, nous ne maîtrisons absolument rien et je ne pense pas qu'une étape du lien, une étape personnelle, nous donne accès à une notion de libre arbitre. Ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans mon podcast sur le temps, mais je vois pas comment l'énergie fonctionnerait ainsi, c'est-à-dire à un moment donné, dans l'incarnation, alors que faut attendre très tard pour se détacher quand même d'une bonne partie de ce que l'humain a comme entrave, hein. À partir d'un certain moment, une énergie telle que le libre arbitre s'enclencherait dans l'incarnation. Selon certaines personnes, on peut littéralement voir les choses ainsi. Pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça et je vois pas pourquoi on aurait accès du jour au lendemain. Enfin, même si des fois la vie, j'aime bien la comparer à un jeu vidéo parce que des fois, voilà, quand on aime les jeux vidéo, ça y ressemble énormément des fois. C'est un enchaînement de quêtes, il y a un scénario, donc même si en tant que joueur on veut jouer un petit peu comme on le souhaite, bah on est quand même un petit peu soumis au développement des mecs qui ont bossé dessus derrière. Bah là pour moi je vois ça comme ça. Donc ça serait voir le truc en mode, à un moment dans le jeu, on reçoit un outil de ouf qui change totalement la dynamique du jeu. Non, voilà, pour moi ça ne fonctionne pas ainsi, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc que ce soit le runner ou le chaser, dans tous les cas, ils ont un rôle à accomplir, ils ont quelque chose à faire. Certaines personnes avancent que dans tous les cas, le runner ne s'éveille pas parce qu'il peut très bien choisir de ne pas s'éveiller. Ça pour moi, c'est également quelque chose que je ne... on a très peu de recul dessus parce qu'en fait il y a trop peu de runners qui témoignent et en plus de ça il y a très peu de réunions. Pour la réunion il faut que le runner ait vécu son éveil spirituel, donc il y a trop peu de témoignages. J'en ai vu quelques-uns des runners qui s'étaient éveillés, donc notamment très souvent par quelque chose de très brutal, des accidents, des choses comme ça. Je pense que pour en arriver là, il faut vraiment que le runner ait été à un degré de résistance pour accéder aux étapes d'après assez brutal, et la vie au bout d'un moment ne laisse pas le choix. Peut-être quelque chose comme ça, c'est de la théorie ce que je vous dis, je n'avance rien ici. Mais en fait, il y a tellement peu de runners qui s'éveillent, je pense, et tellement peu de runners qui témoignent, que c'est un petit peu compliqué d'avoir le recul nécessaire pour valider ou non cette idée comme quoi le runner pourrait très bien choisir de ne pas s'accéder à la suite de son parcours. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Tout ça, ce n'est qu'une question de cycle et de facteur temps, mais pour moi, si la vie veut nous faire comprendre qu'il faut accepter une information, elle le fait, hein. Elle est capable d'être d'une brutalité très, très violente, hein. La vie, la source, c'est... Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je me suis déjà retrouvé... En fait, le truc, c'est que moi, à mon échelle, il y a certaines informations, certains apprentissages, certaines notions pour accepter cette information qu'on me demandait de prendre en compte déjà depuis un moment. Il a fallu que je me retrouve à terre, vraiment à terre, et c'est ça que je me reproche dans ma vie, c'est d'avoir attendu d'être à terre et donc de ne plus pouvoir lutter, hein, de ne plus avoir la capacité de lutter pour adhérer à une info. Et ça s'est reproduit une multitude de fois. Donc aujourd'hui, je me répète très souvent qu'il faut que j'aille là où on m'envoie, qu'il faut que je dépasse certaines choses parce que je veux accéder à tellement grand, tellement plus, tellement écréé, tellement partagé, tellement que s'il y a encore des entraves parce qu'il y a des choses non résolues, je veux qu'on m'y envoie, que ça soit dur ou non. Et aujourd'hui, j'ai conscience d'être pleinement une marionnette, un outil de la source. Et donc, j'ai accepté pleinement cette idée qui aurait été strictement incapable. J'aurais été incapable de ça avant mon éveil. Ça aurait été impossible. Pour moi, j'étais maître de ma vie.
C'était qu'une question de temps, c'était qu'une question de conditions, c'était qu'une question de, voilà, tout ça, des trucs assez primaires. Pour moi, j'allais vraiment façonner ma vie telle que je le voulais. Je voulais ça, donc je l'aurais, point. Donc ça c'est bien, parce que j'ai été persévérant, mais j'ai rien eu de ce que je voulais. Réaliser pratiquement aucun rêve, aucun... Aujourd'hui, j'ai exactement la même idée, mais sauf que j'ai conscience que pour accéder à tout ce que je souhaite, il y a un travail, il y a une libération, il y a la résolution aussi de choses issues de des vies précédentes, parce qu'on embarque tellement de choses qu'il faut dépasser ça. Et puis tellement de choses aussi dont on a hérité de nos parents, parce qu'on a tellement copié aussi. Donc voilà, pour moi, nous sommes dépourvus de libre arbitre, point. On n'en acquiert jamais. Le peu de choix que l'on nous propose, ce sont des choses qui n'ont aucun impact sur la suite de la vie. Si on va acheter quelque chose, on a le choix de la couleur. Si on va acheter, je sais pas, une voiture, on a le choix du modèle. Mais en fait, très peu, et encore même pas... Et encore, je suis même pas sûr, parce qu'il faut que ce choix, ici, on nous le laisse pour une raison. Voilà. Il faut le peu de choix que nous avons, ce sont des choses qui n'ont aucun impact sur la suite, qui n'impactent pas la suite. C'est vraiment cette notion-là qui me paraît essentielle. On ne choisit pas notre âme sœur, on ne choisit pas la suite, on ne choisit pas de se réunir ou non, on choisit que dalle. On a juste des envies, on a juste des souhaits, on a juste des choses qui résonnent à l'intérieur, et si ça doit être quelque chose à laquelle on doit accéder, on nous l'envoie. Mais cette idée du chaser qui accède à son libre arbitre en complétude, excusez-moi, mais non. Je vois pas. Une chaser, même la plus libérée du monde, contrôle absolument que dalle. On m'a témoigné de blocages absolument immenses, de stagnation, qui se matérialisait dans la vie d'une chaser si elle se lançait pas dans sa mission de vie, typiquement. Je comprends ça aussi, à quel point une transition comme celle-ci... on m'a témoigné surtout de personnes qui voulaient pas se diriger vers une activité en rapport avec leurs dons, parce qu'elles n'assumaient pas forcément leurs dons, elles n'avaient pas envie d'aller dans ce monde-là, c'était quelque chose qui représentait une peur, etc. On m'a témoigné de choses comme ça, et croyez-moi que je comprends totalement ce qui peut se cacher derrière cette non-envie d'aller vers ça. Et c'est des personnes qui m'ont témoigné, pour certaines, qu'il y avait vraiment des preuves de la source, que là, il fallait qu'elles y aillent, et que sinon, elles allaient être bloquées, elles allaient être trucs, elles allaient avoir des mauvaises nouvelles, des personnes qui commençaient à avoir une dégradation de leur entourage, notamment professionnel. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé, je peux témoigner de ça. Quand je suis parti de mon entreprise en 2024, c'était un job qui me plaisait, c'était pas fou, c'était vendeur de cigarettes électroniques, mais j'aimais ce métier, j'aimais ce travail, j'aimais cet univers. Et j'aimais mes collègues, et j'aimais... voilà. Je suis passé d'une situation qui allait à peu près à une situation toxique et catastrophique en l'espace de quelques mois. On m'a montré qu'il fallait que je parte. Donc, pour moi, quand c'est le moment de se lancer dans sa mission, on n'a pas le choix, point. Donc, sinon, c'est burn-out, c'est dépression, c'est la case, j'en peux plus. Donc, on a le choix de rien. Voilà. Si le choix c'est résister et souffrir ou accepter, c'est pas un choix, ça. C'est pas un choix du tout. c'est pas un choix. Donc je sais pas ce que vous en penserez, j'avais hâte d'aborder ce thème avec vous, mais fallait un petit peu le construire, j'y ai beaucoup réfléchi d'abord, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai essayé de voir un petit peu à l'échelle de ma vie comment cette idée avait évolué, et je me rends vraiment compte que ça aussi, j'ai tenu ça de mon père, qui toute sa vie a voulu vraiment façonner son monde comme il l'a voulu, comme il le voulait, pardon, et on lui a laissé très peu cette possibilité, et il a vraiment couru toute sa vie après énormément de rêves. Et moi, le but, c'est d'accéder aussi à l'ensemble de mes souhaits, mais pour des raisons, pas de blessure, pas d'ego, pas de dualité, pas de paraître. Et je suis sûr que je vais tout réaliser, parce que ce sera fait avec le cœur. Et il fallait que je vive d'abord à son image, pour ensuite détenir
cette envie de façonner mon propre monde, mais pour de plus belles raisons. Et pour surtout, je considère aujourd'hui que l'ensemble des rêves que nous avons sont des moyens de s'aimer, en fait. Ce sont des expériences, quelque chose d'enrichissant, un effet waouh pour notre incarnation. Et en vivant ce genre d'expérience, c'est un enrichissement que l'on peut redistribuer et ensuite récolter, etc. Tout est lié, en fait. Et même l'argent est un moyen vraiment de se récompenser, de s'aimer, de s'apporter, en fait, quelque chose, pour ensuite au mieux redistribuer. La première partie de parcours en tant que runner, vraiment l'ensemble de ce que l'on veut faire, l'ensemble des choix que nous souhaitons avoir, est vraiment basé sur de l'ego, de l'égocentrisme, de quelque chose pas comment dire, un aspect très très individuel en fait, égoïste. Et j'ai exactement les mêmes rêves que quand j'avais 10 ans, encore. Tant que je les ai pas réalisés, je m'arrêterai pas de souhaiter cela. Alors que maintenant, c'est tellement pour des raisons lumineuses, je suis très heureux d'avoir les mêmes rêves qu'il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette envie de les réaliser pour du paraître, et ça, c'est de la magie. Et donc, je pense qu'on me laissera la possibilité de les réaliser. Donc, ce fait de les réaliser à un moment qui est déterminé par la source n'est pas du libre arbitre. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je tourne un petit peu en rond. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez d'accord avec cela. Si c'est pas le cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, quel que soit l'avis. Et j'espère que ça a été agréable à écouter, que ça vous a plu, que c'est un sujet qui vous intéressera. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout, et rendez-vous, comme d'habitude, dans l'espace commentaire sur YouTube ou sur Discord. À bientôt.